épisode d'Insane où on va aborder une notion de sens horizontal. En fait, jusqu'ici, dans les précédents épisodes, on a surtout abordé ce qu'on pourrait appeler un sens vertical, c'est-à-dire la notion de télos, de désir, de projection, de raison d'être et de voie à suivre dans nos vies. Ce télos qui était lié à notre âme céleste plutôt, et aux projections qu'on fait en tant qu'humain, à notre imagination et à tous les projets qu'on peut mettre en place. Mais c'est pas si facile. Vous avez remarqué qu'on a tous des très bonnes résolutions, et c'est pas pour ça qu'on les met en pratique et qu'on fait qu'on passe le pas, qu'on saute de la cage et qu'on s'envole comme on avait vu. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle une polarité horizontale, qui est plutôt une polarité liée à notre âme animale, à notre cerveau limbique, qui est une polarité liée à la matière, au plaisir et aux souffrances liées à la matière. Il faut savoir que la matière, elle est duale, elle est toujours composée d'un ensemble de composants opposés qui s'équilibrent. Et c'est ce qui fait la beauté de la nature, mais auquel on est soumis aussi. Si vous prenez un animal, il a en général un but principal qui est de survivre. Donc, soit il va se nourrir, soit il va être dans un état de fuite ou de combat par rapport à un danger réel ou imaginé. Et nos cellules font la même chose. Si vous prenez une petite cellule, elle a des moments où elle se nourrit, elle est dans la croissance, ou alors elle a des moments où elle va se battre contre un agresseur, ou essayer de fuir une agression, ou une sorte de message qui l'inquiète. Les êtres humains que nous sommes ont un comportement qui est très proche de ça dans la matière, dans la vie quotidienne. On a des plaisirs et des souffrances supposées autour de nous, et on a tendance à aller chercher le plaisir et essayer de fuir la souffrance. C'est ça le sens horizontal de toutes les expériences qu'on vit, en fait, dans la matière, à travers nos 5 sens. Et ça nous crée des émotions. Et ces émotions nous donnent une identité, un comportement particulier. Platon et Jung, après lui, appelaient ça des pathos. En fait, nous avons des pathos qui sont des pulsions de vie, d'attirance, qui sont des pulsions qu'on appelle éros, et des pulsions de mort et de répulsion, qui sont des pulsions thanatos. On a tous eu un moment envie de vivre, et on a tous eu à un moment envie de mourir. On a tous envie de s'attirer des choses, de se nourrir de ça, et on a tous envie de se débarrasser d'autres choses et de les laisser pourrir. Et les nourritures et les pourritures font partie de nos pathos. Et on navigue de l'un à l'autre. C'est difficile d'avoir l'un sans l'autre, même si notre âme animale, nos sens, essaient tout le temps de nous emmener vers plutôt le plaisir et éviter la souffrance. Ce qui est une illusion. On verra, la perte et le gain sont des illusions de la matière. On y reviendra plus précisément quand on parlera de physique quantique. Mais vous verrez que cette dualité horizontale, elle est en fait assimilable au jour et à la nuit, au chaud et au froid, au masculin féminin, au sec et à l'humide, à l'obscur et au clair, etc. Tout ce qui fait le yin et le yang de nos vies, c'est-à-dire tous les opposés qui constituent la matière et la planète et l'univers dans lequel on vit. Il y a un très beau poème d'un poète persan qui s'appelait Naragi, qui raconte l'histoire d'un homme qui erre dans le désert. Et il erre dans le désert, et à un moment, dans une sorte de savane, il se fait attaquer par un lion. Il voit un lion qui court vers lui. Et il prend peur et il commence à s'enfuir. Et plus il fuit, plus il voit le lion se rapprocher. Et à un moment, il s'approche d'un puits. Et en désespoir de cause, il saute dans le puits. Et là, il s'accroche à la corde du seau dans le puits. Et il se retrouve pendu là, avec le lion qui l'attend à la sortie du puits. Et puis il regarde en bas et il voit un dragon tout au fond du puits en bas, avec la gueule ouverte
prêt à l'accueillir s'il descend. Là déjà, on a quelques symboles très intéressants, puisque vous voyez, cet homme erre dans le désert. Et l'errance dans le désert, comme on l'a vu avec beaucoup de prophètes, dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup de textes spirituels, religieux, vous retrouverez cette traversée du désert. Elle est liée à un moment, à une perte de sens. On parlait du sens et de la logothérapie dans l'épisode précédent. Un homme qui erre dans un désert est un homme qui n'a pas de port à atteindre, qui n'a pas de destination. Et quand vous n'êtes pas en train de suivre votre télos, votre véritable identité, vous errez dans un désert, et à ce moment-là, on commence à se préoccuper de choses futiles. Et ce lion qui lui court après est le symbole des peurs qui naissent en fait dans cette errance. Et on fuit nos peurs, qu'ils soient réelles ou imaginaires. Et on finit par se jeter dans un puits pour ne plus les voir. Et c'est pas pour ça qu'on s'en sort, puisque vous voyez que dans le puits, il y a un dragon maintenant qui l'attend, et la plupart des humains sont bloqués, accrochés à une corde, entre des lions réels ou imaginaires qui les poursuivent d'un côté, et des dragons qui les attendent de l'autre. C'est pour ça qu'on reste dans la cage, et qu'on refuse de s'envoler, comme disait Attar. Donc cet homme, quand il est accroché à sa corde, avec le lion en haut et le dragon en bas, voit deux petites souris, une souris blanche et une souris noire, venir grignoter la corde. Et là, c'est un très joli symbole aussi du jour et de la nuit, en fait, ou des opposés qu'on a vus, et du temps qui passe. Parce qu'à force d'être accroché à notre corde et à ne plus savoir où donner de la tête, à être bloqué par nos peurs, et ben, le temps passe et grignote la corde jusqu'au moment fatal. Et donc ces deux petites souris qui sont des images du yin et du yang, de nos émotions positives et négatives, du jour et de la nuit et du temps qui passe, continuent à grignoter sa corde. Et cet homme, dans son désespoir, essaye de tourner un peu la tête à droite et à gauche, et à un moment il voit dans la paroi du puits une ruche d'abeilles. Et il met le doigt dans la ruche et ramène un peu de miel et goûte le miel. Et il trouve ça super bon. Et du coup, il se met à manger du miel. Et le poème s'arrête comme ça. Parce que là, il y a un message, un secret fantastique. C'est que c'est pas parce que vous avez du miel à manger qu'il faut oublier tous les autres problèmes de la corde, des souris, du lion et du dragon. En fait, la plupart des êtres humains vont essayer de trouver un pseudo-confort, du miel, être esclave du miel ou le bouffon du miel, au lieu de se préoccuper de leurs véritables problèmes et de leur véritable télos. Et cet homme reste là, à manger du miel, et on oublie tout le reste. Il oublie tout. Et c'est ce qui est très important à saisir dans ce poème magnifique, c'est que la recherche du plaisir immédiat ne mène à rien. D'abord, c'est éphémère. Et ensuite, cet homme, finalement, va se faire piquer même par les abeilles à qui il vole le miel. Donc, il y aura toujours un retour de bâton lorsqu'on essaye de se remplir par des plaisirs immédiats. Et si vous regardez bien, tous les grands pouvoirs de cette planète, depuis toujours, ont compris ce secret. C'est une loi universelle. Parce que les grandes religions, les grands pouvoirs politiques, etc., ont toujours joué sur ces deux cordes, entre guillemets. Soit ils abreuvent la population de peur permanente, et qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Quand on a un lion qui nous court derrière, on ne réfléchit plus, on s'enfuit. On est dans un état de fuite ou de combat. Si on a les moyens, on se met à combattre le lion, mais en général, on a plutôt peur de se confronter, et on fuit. Et c'est comme ça que le sang n'arrive plus au cerveau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous avez vu quelqu'un arriver à un examen, par exemple, avant d'arriver à l'examen, connaître toute la matière sur le bout des doigts, et une fois devant l'examinateur ou devant la feuille blanche, perdre tous ses moyens par peur. Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? Quand on a besoin de fuir un lion, comme Don Quichotte ou des moulins, qu'est-ce qui se passe? On a en fait
le sang qui va plutôt dans les extrémités du corps, dans les muscles, pour alimenter les muscles et qu'on puisse avoir les moyens de se battre ou de fuir. Mais du coup, le cerveau n'est plus alimenté. Donc on ne réfléchit plus. Le cerveau animal prend le dessus sur le cerveau intellectuel et imaginatif humain, et on se met à avoir des réflexes innés. Et les réflexes innés sont des cartes qu'on a dans notre subconscient, et quand on a peur d'un lion, eh bien on se met à courir. Donc tous les gouvernements ont toujours utilisé ça, tous les pouvoirs ont toujours utilisé ça, avec des images permanentes de peur, de terrorisme, etc. C'est un moyen de pression sur les populations. Et puis de l'autre côté, on utilise les loisirs. À foison, il y a de plus en plus de loisirs. C'est le monde de Disneyland maintenant. On garde les gens juvéniles et on passe notre temps à chercher des plaisirs immédiats. On est tellement bombardé aujourd'hui de plaisirs, de toutes sortes, qu'on est beaucoup dans la futilité. Essayez de réfléchir dans votre vie à quel point vous passez du temps dans des choses futiles, dans du plaisir immédiat et éphémère, et qui vous décentrent, qui vous éloignent de votre centre et de votre véritable raison d'être. Et ces pertes de temps sont des excuses. Les peurs par rapport à des moulins à vent, ou à des lions imaginaires, ou à de ce qui pourrait arriver, ou alors la recherche du plaisir immédiat sont des illusions. C'est l'illusion de la perte et du gain, et on verra dans les épisodes prochains que ça n'existe pas tout ça. Ce sont juste des impressions qu'on a en fonction des filtres qu'on a mis en place depuis notre naissance, et même avant. On nous a infusé des valeurs, des éducations socioculturelles, religieuses, environnementales, conformistes, qui nous a permis de créer des sortes de labels qu'on met sur notre environnement, en labellisant les choses de bien ou de mal, d'attirant ou de repoussant, et on crée nos propres pathos, comme disait Platon. Et ces pathos nous emmènent dans une révolution et nous évitent d'évoluer. L'évolution est dans le sens vertical, la révolution est dans le sens horizontal. On s'éloigne de nous-mêmes parce qu'on se préoccupe de choses qui finalement ne sont pas toujours liées à notre raison d'être. Vous passez du temps à faire des choses futiles, peut-être, mais est-ce que vous passez aussi du temps à vous préoccuper du sort des uns et des autres, de vouloir porter la misère du monde sur vos épaules? Tout ça, ce sont des décentrages par rapport à notre centre à nous et par rapport à notre télos. Je vais vous raconter un petit conte persan encore. On raconte qu'il y avait dans les montagnes un derviche, un grand sage, très connu pour sa dévotion envers Dieu, envers la religion. Et il faisait le bien partout et c'était un ermite cloîtré qui passait ses journées à prier et à méditer. Et il avait une seule chose qu'il aimait beaucoup, c'était sa barbe. Il avait une barbe magnifique et il en prenait grand soin. Tous les matins, il passait du temps à la laver, à la peigner, etc. C'était son seul plaisir. Et un jour, après des années de prière et de méditation, il implore Dieu, il se met à pleurer, à ne plus manger, à ne plus boire, et à pleurer, à dire comment se fait-il après tout ce que je donne à Dieu en prière, en dévotion, que je n'ai aucun signe de toi. Vas-y, manifeste-toi, montre-moi un signe, montre-moi un signe. Et il râle et il pleure tellement qu'au bout d'un certain temps, l'ange Gabriel lui apparaît. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as à pleurer comme ça tout le temps? Et le derviche lui dit, mais ange, pourquoi Dieu ne me fait aucun signe après tout ce que je donne comme dévotion et toute ma vie lui est dévouée? Comment ça se fait? Et là, l'ange le regarde et lui dit, j'ai un message pour toi de sa part. Tu prends beaucoup trop soin de ta barbe, tu es beaucoup trop préoccupé par ta barbe. Et il s'en va. Et là, le sage a une sorte de révélation qui le détruit mentalement parce qu'il a une sorte de culpabilité qui naît maintenant en se disant mais quel crétin je suis toutes ces années, au lieu de mettre toute
vraiment toute mon attention sur Dieu, j'ai quand même gardé un plaisir futile et puéril vis-à-vis de cette barbe qui n'est qu'une apparence éphémère. Et de rage, il se met à s'arracher la barbe. Il s'arrache la barbe partout, et il commence à saigner, etc. Et du coup, après ça, sa barbe s'infecte. Et il commence à avoir du pu, des blessures, et il se met des onguents, et il a mal, et il souffre, il saigne, et il se remet à pleurer, et il dit « Mais regarde Dieu, je me suis arraché cette barbe, je n'en veux plus, je ne m'y intéresserai plus, mais fais-moi un signe, fais-moi un signe ». Et il souffre, et il essaie de soigner sa barbe qui l'empêche de dormir, de vivre, etc. Et l'ange Gabriel réapparaît. Et vous savez ce qu'il lui dit ? Il le regarde et il lui dit « Tu prends beaucoup trop soin de ta barbe, tu es beaucoup trop préoccupé par ta barbe. » Et il disparaît. Eh oui, parce que nos pathos sont dans les deux sens. Trop de plaisir ou trop de souffrance. De toute façon, dans les deux cas, ce sont des manifestations trop fortes de notre ego, de notre orgueil. Ce sont en fait de l'égocentrisme. Quand on recherche trop le plaisir, c'est qu'on est égocentrique, on se sent particulier, on a besoin d'un traitement particulier. Et quand on se porte en victime ou dans la souffrance, on se sent particulièrement malmené, peut-être maltraité, mais on sent qu'on est particulier, qu'on est différent et qu'on a besoin d'un traitement particulier. Donc, dans les deux cas, les pathos nous ralentissent dans notre évolution. Et ce sont des excuses, ce sont toujours des excuses pour ne pas faire le chemin. Et si vous revenez à ce texte d'Attar, à sa première vallée du désir, où il explique que les bœufs n'iront jamais faire le voyage, ou que les oiseaux qui sont dans la cage, qui sont les pires, qui ne font pas le voyage, sont ceux qui souffriront le plus. Parce qu'ils ont des excuses tout le temps pour ne pas le faire. Et ce sont des pathos. On a chacun nos propres pathos en fonction de nos filtres à nous. Et ces filtres, en fait, nous limitent. Ce sont des croyances limitantes qu'on a mis en place depuis tout petit. Et on les répète, et ça nous crée des peurs et des culpabilités qui sont nos principaux pathos en fonction des labels, en fonction de nos croyances et en fonction du filtrage qu'on fait de notre environnement. Parce que chacun voit l'environnement à sa façon. Erickson disait que les choses ne changent pas, c'est notre façon de les regarder qui change. Ben, c'est exactement ça. En fonction de notre système de valeurs, on ne voit pas les mêmes choses. Vous mettez deux personnes devant un accident, si vous leur demandez le lendemain de le décrire, les deux vous décriront des choses différentes, parce que leurs filtres sont différents. C'est ce qu'on appelle l'éthos. L'éthos, comme disait Platon, est la manifestation de notre identité à travers nos pathos. C'est ce qui donne notre éthique personnelle. L'éthique est quelque chose de personnel lié à notre ethos. Pour nous, il y a des choses qui sont bien et d'autres choses mauvaises. Pour une autre personne qui a un ethos différent, l'éthique sera différente. Ce qui est bon pour nous pourra être mauvais pour lui, à son regard. Et vice-versa. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça l'éthos et la notion d'éthique. La morale est quelque chose de social, dicté par des autorités, avec plus ou moins d'autorisation, mais l'éthique est quelque chose de personnel, lié à nos pathos. Et c'est comme ça qu'on peut, en étudiant nos pathos, en les transcendant, revenir vers notre centre. Et ne pas nous laisser embarquer par cette illusion de la perte et du gain qui nous éloigne de nous-mêmes finalement. Allez, encore une dernière petite histoire. Un jour, un prince dans un royaume était tombé fou amoureux d'une gueuse, d'une simple paysanne. Et le roi, son père, était très énervé, il n'était pas du tout d'accord avec ça, évidemment, et il ne voulait pas en entendre parler. Du coup, le pauvre prince en tombe malade d'amour, à ne plus boire, ne plus manger, et à dépérir. Et sa mère, qui était très inquiète,
finit par aller plaider sa cause auprès du roi en lui disant écoute, ce qui est important c'est l'amour de notre fille, cette fille est peut-être vraiment extraordinaire, en tout cas vu comme il en parle, ça mérite qu'on l'accueille, qu'on la voie au moins une fois, qu'on voit de qui il s'agit. Et finalement le roi accepte, pour son fils il accepte, et le fils tout heureux invite sa bien-aimée au palais et la présente à ses parents. Et là, les deux parents sont éberlués de voir une sorte de mocheté très banale arriver avec leur fils. Et le roi, qui ne peut pas s'en empêcher, en fait regarde son fils tout étonné, lui dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça que tu nous as fait tout ce numéro, toute cette crise, mais elle ressemble à rien, ta petite copine, où est la merveille exceptionnelle, sublime dont tu nous parlais? Et là, son fils le regarde et lui dit c'est parce que tu la vois avec tes yeux. Si tu la regardais avec mes yeux, tu verrais ce que je vois. Voilà, c'est une belle façon de nous expliquer ce que sont nos pathos et à quel point nos propres complications sont créées par nos propres pathos et on s'éloigne de nos centres pour arriver à vivre nos expériences dans la matière. On ne peut pas s'en passer de nos expériences de toute façon, il faut les vivre, mais l'intérêt c'est de ne pas se laisser embarquer, que notre ego ne soit pas au service de nos émotions et de nos pathos, mais plutôt que nos émotions se mettent au service de notre ego. Il y a une grande différence entre les deux, on y reviendra évidemment sur tout ça. Mais retenez ce sens horizontal qui va nous introduire un troisième élément. Après ce sens vertical puis le sens horizontal, on aura une question de rythme aussi à mettre en place parce que nous sommes faits de polarité, mais nous sommes également faits de rythme, d'accélération et de ralentissement liés à nos pathos. Et ça ne peut se gérer qu'à travers une compréhension du subconscient humain. Parce que nos pathos sont liés à notre subconscient. Et le subconscient n'est gérable qu'à travers le corps. C'est pour ça que les exercices du Sein sont des exercices qui passent très souvent à travers le corps pour pouvoir modifier les perceptions charnelles qu'on a engrammées dans nos corps, dans nos muscles, de notre environnement et qui créent tous nos pathos. On y reviendra. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode bientôt. À bientôt, be insane.